Et nous allons justement enchaîner avec le professeur Marzouk Mamou sur le parcours du pharmacien en Algérie, de la formation à l'exercice. À vous la parole. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Honorable assistance, chers consoeurs et confrères, bonjour. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette communication portant sur le parcours du pharmacien en Algérie. Je parlerai de manière un peu détaillée sur le volet académique, mais aussi j'évoquerai les débouchés en milieu professionnel ainsi que les règles d'exercice et pour en finir avec quelques recommandations. Quelques mots de remerciement pour les organisateurs de la journée, à leur tête Dr Nedjari, pour nous avoir associés aux travaux de ce salon. En qualité d'académicien, donc je vais revenir un peu en détail sur la formation du pharmacien. Le professeur Zabish a déjà initié certaines notions. Mais il faut savoir que le monde évolue et on ne doit pas rester à la marge de ces évolutions. La pharmacie évolue aussi et face à ces progrès de la science, de la santé, de la technologie, l'enseignement de la pharmacie doit s'adapter continuellement et les métiers du pharmacien doivent de même évoluer en proportion pour répondre aux exigences quotidiennes de l'ensemble des métiers de ce pharmacien. Donc l'exercice des métiers du pharmacien découle certainement dans un premier temps de la formation académique, de la formation universitaire de base qui doit être adéquate, mais qui doit évoluer continuellement afin de répondre aux exigences du milieu professionnel. Alors, pour ce qui est du cursus de pharmacie en Algérie, donc on sait tous qu'il y a une coexistence actuellement de 2 diplômes à l'échelle de graduation. Un diplôme issu de l'ancien système avant 2011, ça veut dire le pharmacien avec un bac plus 4 ou un bac plus 5. Et à partir de 2011, l'Algérie a décidé de réformer l'enseignement de graduation de la pharmacie et d'aller à un cursus de 6 années sanctionné par un titre de docteur en pharmacie. Donc ce cursus totalise pour les 5 premières années, qui sont des années d'études, de 37 modules, et vous remarquez que le volume horaire global d'enseignement est de l'ordre de 3091 heures entre enseignement théorique, dirigé et pratique. La 6e année est complètement dédiée aux stages pratiques et vous voyez qu'il y a beaucoup de stages, soit en milieu hospitalier, soit en industrie, soit en officine, mais aussi on inclut les laboratoires pédagogiques des facultés parce qu'il y a aussi un savoir-faire que l'on doit puiser. Et à la fin de cursus, il y a un mémoire de fin d'études qui est soutenu publiquement et qui est sanctionné par un titre de docteur en pharmacie à l'issue de cette soutenance. Donc, le pharmacien va être titulaire d'un diplôme unique, mais d'un diplôme qui est polyvalent. Qu'en est-il de l'exercice de la pharmacie en Algérie? On va parler des principales débouchés en milieu professionnel, mais on insiste sur le fait que en Algérie, la pharmacie, comme la médecine dentaire, sont des professions ordinales et sont régies par un code de déontologie médicale, et l'exercice de la profession ne peut être rendu légal qu'après l'inscription au tableau ordinal de la profession. A contrario, la non-inscription au tableau des pharmaciens rend l'exercice illégal. Et quand on parle d'un exercice illégal, on va parler d'un exercice qui est sanctionné par le Code des procédures pénales. Donc en qualité de pharmacien, le confrère ou la consoeur peut exercer dans les structures publiques, étatiques, en milieu hospitalier, ou bien dans d'autres structures, comme les officines
des présents. Dans le secteur privé, essentiellement, l'exercice officinal qui est le plus répondant, mais aussi le pharmacien assistant. On espère que les textes soient rapidement publiés pour cadrer cette activité de pharmacien assistant, quoique sur le terrain, il y a déjà des confrères et consoeurs qui exercent en qualité de pharmacien assistant, et des pharmaciens hospitaliers dans les structures sanitaires privées. Dans le secteur économique, donc l'Algérie connaît une vraie révolution dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, avec tout un département ministériel qui est dédié à ce secteur stratégique, névralgique, qui est quand même un secteur de souveraineté nationale. Et le ministère de l'Industrie pharmaceutique a publié plusieurs textes réglementaires, on va y revenir, et ces textes-là mettent le pharmacien comme étant, je ne dirais pas un acteur principal, mais le responsable de l'activité pharmaceutique au sein des établissements pharmaceutiques. Et le pharmacien directeur technique reste l'acteur principal de ces métiers. À ses côtés, on va y trouver des pharmaciens assistants, des pharmaciens chargés des affaires réglementaires, des pharmaciens chargés d'assurance qualité et chargés de la production. La spécialisation en pharmacie, qu'on appelle communément le résidanat, est une voie de post-graduation, et en Algérie, nous totalisons 17 spécialités qui sont toutes dites des spécialités hospitalo-universitaires. Et l'accès à ces spécialités se fait par voie de concours national, classant et validant. Et à l'issue de cette spécialisation, qui dure en moyenne 4 années d'études, le pharmacien spécialiste sera titulaire d'un diplôme de 2MS, d'un diplôme d'études médicales spécialisées, et on aura un pharmacien spécialiste. Quant à lui, il peut toujours exercer dans les structures publiques, comme pharmacien hospitalier, dans les secteurs privés, soit pour les laboratoires d'analyse médicale lorsqu'il s'agit des spécialités biologiques, ou pharmacien hospitalier avec la nouvelle spécialité introduite à partir de 2017 qui est la pharmacie hospitalière. Bien sûr, dans le secteur économique, on peut être orienté aussi dans des postes de développement stratégique dans l'industrie pharmaceutique. C'est souvent les confrères galinistes et analystes qui sont chargés de développement analytique et de développement galinique. Et enfin, on arrive à la carrière académicienne, à la carrière universitaire, celle des hôpitaux universitaires. Donc la carrière des hôpitaux universitaires, vous voyez quand même, c'est une carrière assez longue. Je me permets de faire un peu de la publicité, mais il y a quelque chose qui attire l'attention, que ce parcours est tellement long que très peu de gens s'engagent à le faire, parce que ça commence à partir d'un poste de maître assistant. Il faut faire une thèse, la soutenir, il faut passer un concours national pour être un maître de conférence classe A, il faut faire des travaux scientifiques de recherche, attendre 3 années pour passer un autre concours pour devenir un professeur universitaire et attendre 20 ans pour devenir un professeur émérite. Donc ça veut dire pour être un professeur, il faut minimum une vingtaine d'années d'enseignement et de travail à l'université. Pour ce qui est des règles d'exercice des métiers du pharmacien, il est d'abord à rappeler que le code de déontologie médicale classe les métiers du pharmacien en 6 catégories. Ces 6 catégories sont celles qui sont décrites par l'arrêté 187 du texte du code de déontologie médicale. Et certaines règles sont communes. Et j'insiste, parce qu'en qualité de président de la Commission nationale de déontologie et de la réglementation au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, j'insiste sur l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens. On ne peut pas exercer son métier du pharmacien sans être inscrit. Ça ne suffit pas d'être inscrit, mais il faut aussi être régulièrement à jour de ses cotisations
au Conseil de l'ordre. Bien sûr, il y a des règles communes, mais aussi il y a des règles spécifiques à chaque catégorie. Là, pour ce qui est de la profession de métier du pharmacien d'officine, donc les confrères ont suffisamment parlé. Donc nous avons les deux arrêtés, le 002, le numerus clausus, et la 003 pour les zones enclavées. Donc c'est une profession qui est très réglementée. Les règles d'installation, elles sont très bien définies en termes de surface, en termes de distance, en termes de nombre de population. Et je pense que l'aspect est très très bien maîtrisé. Il y a juste une note importante à signaler, qu'il y a énormément de demandes à l'échelle nationale pour les installations en officine. Il y a beaucoup de demandes en attente. Et puis, au Conseil national, nous avons fait un travail avec la commission démographie et statistique pour essayer de recenser les vraies demandes, enfin, pas les vrais, mais le nombre réel de demandeurs et non pas de demandes. Parce qu'il se trouve que plusieurs confrères émettent plusieurs demandes en même temps, ce qui a un petit peu amplifié le nombre de demandes d'installation. On parle de 26 000 demandes à l'échelle nationale, alors que dans les 26 000, il y a 30 à 40% des répétitions, des gens qui déposent plusieurs demandes dans plusieurs endroits en même temps. Et j'insiste aussi que ces demandes ne signifient pas que les pharmaciens sont chômeurs. Ces pharmaciens, ils sont quelque part, il y a des universitaires qui déposent des demandes d'installation, ils ont le droit, la loi le permet, il y a des gens dans l'industrie, il y a des pharmaciens assistants, et vraiment parler d'un pharmacien chômeur, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel, rare peut-être, mais ces demandes d'installation ne reflètent pas réellement l'état, entre guillemets, de chômage des pharmaciens. Et c'est pour ça que nous, on a fait la différence entre le nombre de demandeurs et le nombre de demandes. Et ça, ce n'est pas exactement la même chose. Pour ce qui est de la pharmacie industrielle, du métier de pharmacien en industrie pharmaceutique, donc après la mise en place de tout un département ministériel, donc il y a la régulation de ce secteur névralgique. Et un décret exécutif a été publié par l'État algérien. Et ces décrets exécutifs viennent en premier lieu classer ou classifier les établissements pharmaceutiques. Et ces établissements sont en nombre de 4. Des établissements de fabrication, soit pour les produits pharmaceutiques, soit pour les dispositifs médicaux. Les établissements de distribution en gros, les établissements d'importation et les établissements d'exploitation. Ça veut dire quoi, les établissements d'exploitation? Ils ne font pas de la fabrication, mais ils peuvent faire certaines activités pharmaceutiques qui peuvent être externalisées. Au lieu que ces opérateurs les fassent à leur niveau, ils vont les externaliser dans d'autres structures. C'est surtout lorsqu'il s'agit des techniques qui sont assez chères pour en acheter le matériel. Et il y a des labos de recherche, il y a des établissements qui font des techniques d'analyse, de contrôle qualité, de consulting, etc. Et puis, au lieu que ce soit fait par un établissement pharmaceutique de production, il peut externaliser ces opérations, mais le prestataire doit être érigé à un établissement pharmaceutique à part entière, qu'on appelle un établissement d'exploitation. Et le point commun entre tous ces établissements, c'est qu'ils sont tous sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique. Et là, vous voyez que la direction technique de chaque établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique, assisté au moins par un pharmacien assistant. Sa responsabilité est engagée. L'article 15 de cet arrêté stipule que le pharmacien directeur technique d'un établissement pharmaceutique doit justifier naturellement d'une qualification, mais aussi il revient à l'obligation d'être inscrit au conseil de déontologie des pharmaciens. On ne peut pas exercer son métier de pharmacien sans être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Bien sûr, par la suite, il y a des arrêtés qui sont dédiés à chaque type d'établissement. Chaque établissement a bénéficié d'un arrêté par rapport
à son exercice. Pour ce qui est de la catégorie des pharmaciens biologistes, donc les pharmaciens biologistes, ce sont donc des pharmaciens spécialisés dans l'une des spécialités biologiques, les 5 spécialités ou bien les 6 spécialités biologiques, de la biologie clinique, de la biochimie, de l'hémobiologie, de la parasitologie et de la microbiologie, ainsi que de l'immunologie. Bien sûr, les confrères, il y a certains qui restent dans les structures étatiques, publiques, qu'on qualifie de praticiens spécialisés de santé publique, mais il y a ceux aussi qui partent vers l'installation privée des laboratoires d'analyse médicale. Donc ces installations de laboratoires d'analyse médicale sont régies par un arrêté du ministère de la Santé, c'est l'arrêté numéro 2859. Il donne les règles des installations et vous voyez à chaque fois, il y a l'insistance sur l'inscription au tableau de l'ordre. Là, j'ai mis en observation, avec quelques points d'exclamation, que malheureusement, pour ces installations, à contrario des installations officinales, il n'y a pas de règle en matière de distance entre 2 laboratoires biologiques. Et malheureusement, dans certaines régions, nous avons des laboratoires qui sont pratiquement mitoyens. Et quand vous avez 2 structures mitoyennes, ça peut ouvrir la porte à certaines pratiques qui pourraient ne pas être conviviales, notamment la concurrence déloyale. Les pharmaciens hospitaliers, donc c'est les pharmaciens qui exercent au niveau des structures hospitalières. Donc aussi cette catégorie a connu une évolution parce que il y a les confrères qui exerçaient avec leur diplôme de pharmacien, mais maintenant il y a une spécialité de pharmacie hospitalière. Maintenant, il est impératif, et on va y revenir dans les recommandations, de définir les missions. Quelles sont les missions d'un pharmacien, entre guillemets, généraliste au milieu hospitalier, et quelles sont les missions d'un pharmacien diplômé d'un diplôme de MS en milieu hospitalier. Est-ce qu'on va avoir les mêmes missions à des profils universitaires qui sont différents? Donc la nécessité de définir les missions devient vraiment quelque chose, je dirais, d'urgent. Donc les pharmaciens distributeurs, les pharmaciens de distribution en gros, les pharmaciens assistants, etc. sont aussi un métier des pharmaciens, et aussi ces établissements de distribution sont sous la responsabilité de pharmaciens directeurs techniques. Le pharmacien hospital universitaire, nous avons les résidents qui sont intégrés comme étant dans la catégorie des pharmaciens hospital universitaires, et les enseignants chercheurs hospital universitaire. Et cette carrière universitaire est aussi régie par des textes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notamment le décret exécutif portant statut particulier de l'enseignant-chercheur hospital universitaire, qui donne les missions, qui donne les attributions, ainsi que l'évolution de carrière de ces enseignants universitaires. Quelles sont les recommandations? Donc, à l'ère de la médecine de précision et de la numérisation du secteur de la santé, la formation et l'exercice de la pharmacie doivent s'adapter continuellement au progrès de la science et de la technologie. D'abord, en matière de formation. Il est impératif d'adapter les programmes de formation aux besoins du milieu professionnel. Notamment, donner à l'enseignement de la pharmacie d'officine une place clé dans le cursus des études en pharmacie, compte tenu de l'évolution de l'exercice officinal. Tout le monde fait de l'officine et peut faire de l'officine, mais dans le cursus de la pharmacie, il n'y a que certains modules qui orientent vers ce métier officinal. Donc peut-être il est temps de dédier des modules à part entière pour l'enseignement d'un exercice officinal. Et pour cela, il est impératif d'associer les confrères officinaux à l'expression de ce besoin et le matérialiser sous forme de programme d'enseignement. Les médicaments issus du vivant. C'est vrai, maintenant c'est la transition du médicament classique chimique au médicament du vivant, de la biotechnologie, parce que les grandes maladies maintenant, notamment le cancer, les maladies auto-immunes, etc., sont traitées par des médicaments de biotechnologie, de l'immunothérapie, de la biothérapie, etc. etc. Et c'est ce type de médicaments
Certes, maintenant, ça commence à bouger, mais par le passé, il y a très peu d'enseignements sur les médicaments issus des œuvres. Introduire de nouveaux modèles d'enseignement en pharmacie, outre le modèle classique actuel. Et là, professeur Zebich nous a parlé, donc l'expérience de la fac de pharmacie, qui a 2 années d'existence. Donc on espère qu'il soit mûri, maturé davantage, et un jour, Inch'Allah, va être généralisé à d'autres régions du pays. Former la formation de la post-graduation en pharmacie est distinguée entre 2 choses très importantes. Les spécialités d'exercice et les spécialités académiques. Maintenant, est-ce que toutes les spécialités méritent une carrière universitaire ou vice-versa? Et c'est ça le débat actuellement. On doit avoir le courage de faire la part des choses. Quand on est hospitalier, on reste au milieu hospitalier. Quand on n'est pas hospitalier, on va faire autre chose. Ma fi shaib. Changer, c'est pas, on ne doit pas avoir peur du changement, parce qu'il y a toujours des choses. Maintenant, je disais tout à l'heure que nous avons 17 spécialités hospital universitaire. C'est-à-dire que nous sommes tous condamnés à être à l'hôpital. Maintenant, est-ce que toutes les spécialités ont quelque chose à faire dans leur spécialité à l'hôpital? C'est le débat. C'est le débat à ouvrir. En termes d'exercice, bien sûr, la numérisation vient en premier lieu comme étant la première recommandation. Tous les secteurs demandent cette numérisation de l'officine, de l'industrie, de la distribution, etc., etc. Renforcer le rôle de pharmacien d'officine comme acteur de santé publique par l'introduction de nouvelles missions d'officine, le conseil à l'officine, l'éducation thérapeutique, l'adaptation posologique de certaines spécialités et la codification de l'acte pharmaceutique. Vous partez chez un psychologue, les collègues psychologues, pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous lui parlez, il vous parle, et à la fin de la visite, vous allez payer des honoraires. C'est une prestation. Vous partez un avocat pour un conseil, un avis, et à la fin, dans 10 minutes, un quart d'heure, voire 1 heure de temps, il vous dit, monsieur, vous avez tel montant d'honoraires. Les honoraires, parce qu'on va l'honorer. Hein. Ah ben, le pharmacien à l'officine, il est là, il vous explique. Il y a l'acte de dispensation, et puis il vous explique, il y a une éducation thérapeutique, il y a un conseil à l'officine, il y a beaucoup de choses que le pharmacien. En Suisse, l'acte pharmaceutique est codifié, il est payé le pharmacien. D'accord? Mais chez nous, le pharmacien, il passe 1 heure de temps avec un patient à lui expliquer, à l'accompagner, etc., à le conseiller. Mais, Inch'Allah, yaj'alhum fi mizan hasanathum, que l'acte pharmaceutique soit codifié et soit considéré parce que c'est des honoraires, c'est pas monnayer quelqu'un, c'est haqqo rah yitab. Réguler davantage l'exercice des laboratoires d'analyse médicale, notamment la question liée à la distance, le nombre de populations par laboratoire et surtout le débat sur les monospécialités. Tout le monde s'installe, c'est quelque chose de bien parce qu'il y a un service de santé publique qui est couvert, oui, mais il faut qu'il y ait une régulation de cette activité. Pourquoi l'officine, il y a des règles, alors que les laboratoires, mais ces règles ne sont pas complètement développées. Donc, arriver à installer un confrère laboratoire d'analyse à 10 mètres parfois, le bab, la loi ne l'interdit pas. Pas de restriction. On ne peut pas interdire à quelqu'un. Mais est-ce que les 2 confrères vont travailler de manière à l'aise? Est-ce qu'il n'y aura pas genèse de certaines pratiques, de conflits? Ça reste humain. La carrière hospitalo universitaire comme carrière unique des pharmaciens spécialistes à l'université devrait faire objet de débat, car certaines spécialités de pharmacie ne seraient en adéquation avec l'exercice hospitalier. On ne doit pas avoir peur de débattre, de changer. Et la pharmacie industrielle ne peut pas être dans le circuit des hôpitaux universitaires, donc on doit la faire sortir du circuit HU. Et pour se spécialiser, il faut quand même chercher d'autres mécanismes, d'autres voies de spécialisation. En termes d'exercice ordinal, il est temps de dédier un code de déontologie du pharmacien, propre au pharmacien, et dans lequel
tous ces métiers doivent être éclairés. Toutes ces missions, toutes ces responsabilités doivent être éclairées. Et là, le Conseil national de l'ordre de pharmacien travaille sur le projet. Il y a des travaux en cours, il y a une réflexion, il y a même des réunions qui ont été entamées avec l'association de tous les pharmaciens à l'échelle nationale, à travers les sections ordinales régionales. Tous les pharmaciens peuvent formuler leurs avis pour l'élaboration de ce nouveau code de déontologie. Et on compte même aller, je dirais, à des assises pour débattre ce projet avec tous les confrères. Parce que un code de déontologie, ça doit être quelque chose de valable de 20-30 ans. Donc nous devons réfléchir sur quelque chose qui va rester valable au minimum 20-30 ans en avant. Et enfin, pourquoi ne pas établir des guides de bonnes pratiques pour chaque catégorie? Des guides de bonnes pratiques, c'est des guides qui permettent de faciliter à chaque catégorie l'exercice de son métier. Un guide de bonnes pratiques hospitalier, pharmacie hospitalière. Un guide de bonnes pratiques, pourquoi pas en officine. Donc ces guides de bonnes pratiques permettent d'harmoniser un petit peu la manière de faire pour chaque catégorie. Donc en conclusion, je dirais que la formation universitaire du pharmacien en Algérie ces dernières années a observé un énorme progrès en matière de la richesse des programmes d'enseignement et de la diversité des stages pratiques. Il mérite d'être encouragé et de l'adapter continuellement aux besoins du milieu professionnel. Le milieu du pharmacien, les métiers du pharmacien sont très diversifiés, riches, régis par une réglementation très stricte, obéissent à une déontologie, à une éthique de la profession et doivent évoluer continuellement en fonction des progrès de la science, de la réglementation et de la technologie. Et je finis par cette expression que je répète à chaque fois, que le pharmacien est un véritable professionnel de la santé, car c'est le spécialiste du produit pharmaceutique. Et je vous remercie de votre attention.